Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, on passe au dossier 3 et on va parler plus en détail des lignes, des cotations et des échelles. Commençons par vous présenter les instruments qu'on va utiliser et aussi ce qu'on peut en faire. Donc, la première règle qu'on va vous présenter, c'est la règle en T. Et si j'ai une règle en T, ce n'est pas une règle qui va avoir des fantômes, mais bien une règle qui va être en forme de T. Donc, l'idée, c'est que je vais avoir une partie qui est perpendiculaire à ma règle que je vais pouvoir accoter sur le côté de ma table. Ce que ça va me permettre, c'est d'avoir des lignes qui sont parfaitement droites et surtout qui sont parfaitement parallèles. Le deuxième outil que je vous présente, eh bien, ce sont les équerres. Les équerres nous permettent de faire différentes lignes avec différents angles. Donc, vous avez ici un angle de 30 degrés, un angle de 45 degrés et un angle de 75 degrés que j'ai fait en combinant mon angle de 30 et mon angle de 45 degrés. On peut ajuster les équerres un peu selon le même fonctionnement pour pouvoir faire des angles de 60, de 90 degrés ou une combinaison pour former un angle de 15 degrés. Donc d'abord, pour vous montrer comment faire les lignes, avant de mettre les lignes, on va s'assurer de bien fixer notre feuille pour que nos lignes soient parfaitement parallèles et que notre feuille ne bouge pas. Donc pour faire ça, on va s'assurer que la feuille soit parfaitement alignée avec notre règle en T et je vais aller coller les quatre coins de ma feuille. Pourquoi je les colle avec du ruban vert? En fait, vous reconnaissez le ruban, c'est le ruban qu'on utilise pour délimiter la peinture. Pourquoi j'utilise ce ruban-là en particulier? C'est que c'est un ruban qui ne colle pas bien. L'idée, c'est que oui, je vais peut-être avoir un petit peu de problème quand je vais passer avec ma règle sur le ruban, mais l'avantage que j'ai, c'est que quand je vais le décoller après, je vais être sûr de ne pas déchirer ma feuille. Donc, je vais m'assurer que ce soit un ruban qui ne colle pas super bien que je vais utiliser. Assez pour fixer ma feuille, mais pas assez pour déchirer ma feuille. Et là, on va commencer notre dessin comme tel. L'idée, c'est que je vais faire un trait excessivement pâle, juste passer mon crayon pour avoir un trait qui va être facile à effacer. Et je vais le faire trop long de toute façon, parce que c'est pas là que je vais prendre mes mesures. Par la suite, je vais aller tracer mes lignes verticales. Donc la première, je n'ai pas vraiment besoin de mesurer où est-ce qu'elle va être. La deuxième, par contre, je vais m'assurer qu'elle soit à la bonne distance de ma première pour pouvoir avoir mon rectangle tel que je le souhaite. Et finalement, je vais aller mesurer pour faire ma deuxième ligne horizontale et pour pouvoir tracer mon rectangle. Les lignes que j'ai faites, comme je l'ai dit, c'est des lignes excessivement pâles qu'on appelle des lignes de construction. Ce pas des lignes qui sont importantes comme telles, c'est des lignes qui vont nous délimiter notre figure. L'avantage de faire des lignes pâles au niveau de nos lignes de construction, c'est que je peux les effacer. Donc, si je n'ai pas exactement la bonne mesure, il n'y a pas de problème. Si je l'efface, je ne vais pas briser ma feuille. Je ne vais pas non plus avoir des traits qui sont mal effacés. Donc, c'est des lignes qui sont très, très pâles. C'est fait pour ça. Une fois que je suis sûr que mes lignes sont au bon endroit, eh bien là, je vais commencer à tracer ce qu'on appelle des lignes de contour. Donc, mes lignes de contour, ce sont des lignes beaucoup plus foncées qui vont me permettre de tracer le contour de mon objet, donc de définir mon objet. Une fois que mes lignes de contour sont faites, eh bien, toutes les lignes que je n'avais pas besoin, donc les lignes qui ne sont pas les lignes de contour visibles, eh bien, je vais pouvoir aller les effacer simplement. Donc, à ce moment-là, je vais avoir seulement ce que j'ai besoin et je n'aurai pas de résidus dont je n'ai pas besoin, donc des espèces de lignes mal effacées qu'on se demande c'est quoi. Donc, ces lignes-là ne sont plus importantes, je les efface, elles ne sont plus là. Il peut arriver sur votre schéma que vous voyez des lignes en pointillés. Ces lignes en pointillés, ce sont des lignes qui sont des lignes de contour cachées, des lignes cachées en fait. Donc, autrement dit, c'est un endroit où est-ce que j'ai une délimitation, mais qui se retrouve à l'arrière de mon objet. Donc, je ne le vois pas au niveau de mon objet, mais je vais le mettre en pointillé pour dire que si mon objet était transparent, j'irais voir ce côté-là. Donc, ce sont des lignes de contour cachées, comme je l'ai dit.
Maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller indiquer une mesure sur mon côté. Donc ici, j'avais un trait à 45 mm. Je l'ai tracé de cette façon-là. Et je vais avoir deux nouveaux types de lignes qui sont attachées ici. Ce sont des lignes d'attache. Des lignes d'attache, ce sont des lignes qui vont délimiter ma mesure et des lignes de cote. La cote, en fait, c'est justement ma mesure. Donc, ma ligne de cote va être délimitée par deux flèches à chaque bout pour m'indiquer que ma cote est entre les deux traits délimités par les flèches. Entre les deux lignes d'attache, en fait. Il se peut que vous voyez aussi ce type de ligne. Ce type de ligne, en fait, c'est ce qu'on appelle une ligne d'axe. Ça nous indique le centre d'un cercle. Donc ici, on me dit que la figure est probablement cylindrique et que ma ligne est donc une ligne d'axe telle qu'on la voit qui trace le milieu de mon cylindre. Parfois, pour être sûr que ce soit clair au niveau de mon dessin, je vais faire une ligne particulièrement foncée, donc plus foncée encore, plus large, un trait plus épais que ma ligne de contour et où est-ce que je vais avoir deux flèches. Cette ligne, c'est une ligne de coupe. Ça nous permet de dire, ben, c'est comme si je coupais mon objet à cet endroit-là pour voir à quoi il ressemble. Et là, j'ai tracé ma coupe au-dessus, donc j'ai fait ce que je verrais si je coupais l'objet à cet endroit-là. Et ça ressemble à ça. Et évidemment, la partie qui est coupée, donc la partie à travers laquelle ma scie passerait, eh bien, je vais la faire en hachure pour s'assurer de bien représenter mon objet. Je peux aussi identifier certains objets, c'est particulièrement pratique lorsqu'on fait des plans. Donc, juste pour pouvoir dire quelle pièce est quelle pièce, c'est plus facile aussi lorsque vous aurez à dire comment concevoir l'objet. Donc, c'est plus facile de parler de la pièce A et de la pièce B que de parler de la pièce en demi-cercle ou la pièce qui ressemble à ça. Donc, on va les nommer, ça va être plus clair pour la personne qui va nous corriger. Et donc ici, lorsque j'identifie comme je vous dis, une pièce, on va utiliser une ligne de renvoi, comme j'utilise d'ailleurs en bleu depuis le début de ma diapo pour identifier certains éléments de mon dessin. Maintenant qu'on sait comment faire nos lignes, on va maintenant parler d'échelle. Donc ici, on a le dessin qui représente le bureau d'un enseignant et vous remarquez qu'en bas, il y a un petit encadré. Ce petit encadré-là est très important. En fait, c'est ce que vous allez trouver généralement sur un plan où vous allez avoir le nom de la personne qui a fait le dessin, la date à laquelle elle a été faite, le titre du dessin et aussi l'échelle qu'on a choisie pour la représenter. Et c'est cette partie-là qui va être particulièrement importante pour résoudre le problème qu'on nous propose ici. Donc, on dit on souhaite changer le panneau devant le bureau de l'enseignant et on nous demande quelles seraient les dimensions de ce panneau. La première chose qu'on va faire, on va donc calculer la longueur et la hauteur de mon bureau, donc de mon panneau. Vous remarquez que je n'ai pas utilisé la même section de l'image parce que sur la vue de haut, eh bien, j'étais pas capable de voir la hauteur du panneau. Donc, je suis allé la chercher sur le dessin du bas. Je sais que mon échelle, c'est de 1 pour 36, donc on va aller chercher par produit croisé. En fait, ce que je sais, c'est que si sur le plan, 1 cm équivaut à 36 en réel, eh bien, je veux savoir 5 cm, la mesure que j'ai mesurée, représenterait quoi en réel. Et c'est la même chose que je vais faire au niveau de la hauteur de mon panneau. C'est ce qui nous donne donc un panneau qui mesure 54 cm par 180 cm. Deuxième exercice, ici on nous dit j'ai une bague, donc une boîte pour mettre une bague, un jonc, et on veut savoir quel serait le diamètre de la bague contenue dans cette boîte. Donc vous remarquez encore le même encadré qu'on avait utilisé, mais cette fois-ci l'échelle a changé. On est rendu avec une échelle de 1 pour 3. Donc ici, je vais mesurer le diamètre que je voulais obtenir. Donc ça nous donne 0,6 cm.
Et donc, avec mon échelle de 1/3, je vais pouvoir faire mon produit croisé qui va nous donner un diamètre de 2,1 cm. Revenons maintenant sur nos fameuses cotes, parce qu'il y a certains éléments que vous allez pouvoir voir à l'intérieur de plan et peut-être qu'ils vont vous questionner un petit peu. Donc, on va essayer d'éclaircir tout ça. La première chose, c'est lorsqu'on parle d'un diamètre. Le symbole du diamètre, on ne fera pas des lignes de code dans ce cas-là, mais on va l'indiquer par le symbole que vous voyez ici, qui est un cercle avec une ligne dessus. Donc, ça nous dit c'est quoi le diamètre de notre cercle. Deuxième chose que vous devez savoir au niveau des cotes, c'est qu'on évite généralement les données inutiles. Donc, on va s'assurer d'avoir le moins de données possible pour ne pas alourdir mon plan. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, au lieu d'additionner le 296 plus le 305, eh bien, j'ai donné les deux mesures et je n'ai pas donné la cote totale. Encore une fois, je vais éviter les données inutiles en haut. Vous remarquez qu'il y a une donnée qui n'est pas présente. C'est la donnée qui correspond au diamètre de mon cercle qui était déjà donnée à droite, donc je ne l'ai pas redonnée à gauche. Et je l'ai dit, on évite les données inutiles, même si le diamètre n'était pas présent sur ma vue de face, il était seulement sur ma vue de haut, je sais que ce diamètre-là n'a pas changé, c'est quand même 170 cm. Donc, millimètres, excusez-moi. Donc, ici, je vais m'assurer de ne pas répéter mon diamètre une nouvelle fois. Je ne l'indiquerai pas une nouvelle fois. Je vais donc indiquer seulement le 272 mm et le 156 mm. Quand on manque d'espace, il arrive que les flèches soient à l'extérieur des lignes d'attache. C'est ce que vous voyez ici. Donc, comme le 132, je n'avais pas tout à fait assez de place, eh bien, j'ai mis les flèches à l'extérieur pour indiquer où allait mon 132, donc entre quelle ligne d'attache se situait mon 132 mm. Et c'est ce qui met fin à cette capsule sur le dessin technique. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.